Salut à tous et bienvenue sur VE974. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel essai routier. Aujourd'hui, on est en compagnie de Robert de la Kia e-Niro. Voilà. Donc c'est la cousine à la Hyundai Kona qu'on a pu essayer l'année dernière, donc il y a quasiment 8 mois maintenant. Donc la même structure au niveau technologie, la même batterie de 64 kWh et le même moteur de 204 chevaux 100% électrique. Ce Kia e-Niro va se différencier un petit peu de ses cousins hybrides et hybrides rechargeables avec quelques points de distinction extérieure, dont cette calandre fermée, bien sûr, propre au véhicule électrique, qu'on retrouve sur cette version électrique. On va avoir la petite trappe de recharge à l'avant également et ces feux diurnes 100% LED. Donc qui lui donne un petit côté un petit peu plus moderne sur cette version électrique qu'on n'a pas sur les versions hybrides et hybrides rechargeables. Donc ça lui donne cette signature un petit peu de ce modèle électrique. Également sur ces jantes, des jantes quasiment fermées, justement pour gagner en autonomie grâce à ces jantes aérodynamiques. Donc des jantes en 17 pouces sur notre version. Sur le reste, ça reste la base vraiment d'un Niro. Pas grand changement justement, et tant mieux puisque déjà les anciennes versions, donc les versions hybrides et hybrides rechargeables, étaient déjà très appréciées. Voilà pour ce qui est la partie extérieure. Venez avec moi, on va faire un petit tour à l'intérieur et je peux vous dire qu'il y a pas mal de place dans ce petit e-Niro. C'est parti. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de ce Kia e-Niro. Donc au niveau de l'intérieur, très surpris, la qualité des matériaux est vraiment de bonne qualité. On a des plastiques moussés un petit peu partout, du simili-cuir avec surpiqûre sur le volant, sur les montants de porte. Les sièges sont vraiment très confortables, vraiment on se sent vraiment bien. Et en plus, l'avantage du conducteur, c'est qu'on a les réglages électroniques pour vraiment se mettre en mode confort. Donc ça, vraiment, on se sent bien à l'intérieur, c'est bien fini. Franchement, un petit peu surpris et c'est une très bonne surprise, c'est vraiment très agréable. Au niveau technologie, on a l'écran principal avec les données de conduite centrales, donc avec quelques menus assez sympas qui se contrôlent directement avec les commandes au volant et l'écran multimédia. Alors, si vous avez vu notre essai de l'iPace, on regrettait que sur l'iPace, il y ait trop de menus, trop de sous-menus. Ce soit vraiment, ça part un peu trop loin. Il y a un petit temps d'adaptation à avoir. Alors que là, pas du tout. Ça a été très bien fait. Vraiment simplifié au maximum. Radio, téléphone, le menu pour la voiture pour un petit peu voir ses performances en éco-conduite. Et sinon, il n'y a pas trop. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ça, c'est vraiment un très bon point. On l'avait déjà vu sur le Hyundai Kona, donc c'est la même technologie embarquée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Avec, bien sûr, on retrouve Android Auto et Apple CarPlay. Donc, très appréciable pour enregistrer directement son téléphone. Et avoir le GPS, puisque oui, bien sûr, il n'y a pas le GPS intégré. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais avec l'Android Auto et l'Apple CarPlay, on peut très bien trouver cette solution alternative en mettant Waze. Et en plus, on a les données de conduite en temps réel. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On regrettera également, par contre, ça c'est assez dommage, c'est la radio RDS qui n'est pas disponible sur la version qu'on essaye actuellement. Donc là, on a fait Saint-Denis-Saint-Pierre. On a dû changer plusieurs fois de station pour vraiment avoir une écoute constante de la radio. Donc ça ne change pas de fréquence automatiquement pour écouter la même radio en fonction des villes qu'on traverse. Donc ça, c'est assez dommage. Bon après, voilà, moi j'utilise essentiellement Spotify directement sur mon téléphone qui est disponible sur Apple CarPlay. Donc voilà, il y a toujours une très bonne alternative, mais on regrettera qu'il ne soit pas disponible sur cette version. Voilà, en tout cas, pour le reste, c'est au niveau habitabilité, je peux vous dire que ce Niro est au top. Il y a de la place partout, on se sent à l'aise, qu'on soit passager, qu'on soit conducteur, qu'on soit devant ou derrière, il y a vraiment beaucoup de place, des rangements cachés un petit peu partout. Déjà, cette console centrale est très bien équipée. On a le rangement pour le téléphone avec l'induction, un rangement en dessous puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse, un rangement central bien fait pour le porte-gobelet sous une sorte de petit volet de très bonne qualité qui est vraiment qui est très bien conçu.
le grand coffre central. Vous pouvez même mettre tout votre petit bazar à l'intérieur. Et derrière, vraiment, il y a quand même pas mal de place. 2 adultes seront très bien installés, qu'ils soient grands ou pas. Il y a de la place pour les jambes, il y a de la place pour la tête. Ça est très, très bien conçu. Et en plus, ça c'est un très bon point, et on l'oublie assez souvent, c'est qu'ils ont la climatisation. Donc on a 2 grilles de ventilation à l'arrière qui permet de bien climatiser l'arrière. Donc nos passagers sont également bien servis de ce côté-là. Voilà. Ensuite, au niveau habitabilité, il ne faut surtout pas oublier le coffre. Et le coffre sur ce Niro est exceptionnel. Alors, je ne vais pas comparer aux autres versions de la marque, mais en tout cas, pour un véhicule électrique, on est vraiment au top. On a un coffre qui fait 451 litres et on peut aller jusqu'à 1405 litres en abattant les sièges, qui nous fait un plancher plat. Et donc ça, c'est vraiment très très bien. On peut utiliser tout l'espace à l'arrière de façon optimale, et on a même ce sous-coffre pour installer les câbles et donc le petit triangle de signalisation, etc. qui vont aller se ranger sous le coffre. On regrettera par contre de ne pas avoir de coffre devant sous le capot, comme ça a été le cas sur l'I-Pace, comme c'est le cas sur pas mal de véhicules électriques aujourd'hui, puisque en général les moteurs sont sous les essieux. Là on retrouve un moteur qui a été installé comme sur un véhicule thermique, avec un moteur qui est installé sous le capot, et donc on n'a pas la possibilité d'avoir un coffre à l'avant, qui est souvent très pratique pour mettre le câble de recharge qu'on utilise le plus souvent. Ça évite d'ouvrir le coffre, on utilise le coffre avant, on prend son câble, on branche le véhicule et c'est parti. Voilà. Pour la partie autonomie et consommation, donc là on vient de faire le trajet Saint-Denis-Saint-Pierre et on a utilisé seulement 19% de la batterie. Alors, pour être un petit peu plus dans les détails, pour ces 19%, on a roulé à une moyenne de 110 km/h avec le régulateur adaptatif. Donc on est vraiment roulé à la vitesse maximum autorisée tout le long. On a eu des petites accélérations assez franches sur le départ de Saint-Denis. Et en plus de ça, on a utilisé la climatisation et la radio. Et de ce fait, on a utilisé seulement 19%. Voilà, je suis en train de voir Gérard, notre caméraman, qui est en train de mourir justement parce qu'on a coupé la climatisation pour la capture son. Et je peux dire qu'elle elle est vraiment très efficace quand elle fonctionne, parce que quand on l'arrête, on a l'impression de cuire à l'intérieur. Donc voilà, on a une très bonne clim dans ce véhicule et on l'a bien utilisé tout le long, Saint-Denis, Saint-Pierre, et elle fonctionne très très bien. Et le fait d'avoir les ventilations arrière, on a l'impression que ça va plus vite, d'avoir la température globale du véhicule qui redescend rapidement. Donc ça c'est plutôt un bon point. Donc là on va monter au col de Bellevue. On va voir un petit peu la consommation qu'on a eue. Là pour vous dire, pour la consommation moyenne qu'on a fait, on a fait 76 km. Donc on a utilisé 19%. Et on a eu une consommation de 16,7 kWh au 100 km avec cette vitesse maximum de 110 km/h. Donc là on va voir un petit peu ce que ça consomme en montant au col de Bellevue. Je pense que la consommation risque d'exploser. Donc on se retrouve là-haut, à tout à l'heure sur le col de Bellevue pour la consommation en montée. À tout à l'heure. Voilà, donc on se trouve maintenant au col de Bellevue, donc on est à la moitié de notre parcours entre Saint-Pierre et Saint-Denis. Donc la consommation en montée a largement été supérieure à ce qu'on a eu entre Saint-Denis et Saint-Pierre. On est passé à 40 kWh au 100 km, donc c'est une assez grosse consommation, mais qui reste raisonnable malgré la façon dont on a monté, un peu à la façon de l'I-Pace. Je me suis quand même amusé avec les 204 chevaux sur chaque voie de dépassement. On s'est même amusé avec une moto à certains moments en mode sport. On a fait un petit peu joujou, donc avec une moto, donc c'était assez sympa, donc pour montrer qu'elle a quand même une grosse consommation, mais qui ne reste pas quelque chose non plus d'extravagant et qui est largement dans les clous si vous en avez besoin pour monter. Donc là maintenant l'avantage c'est qu'on va redescendre, donc on va pouvoir voir un petit peu sa capacité à se recharger grâce donc à ce dénivelé négatif. Donc là on a utilisé 20% pour faire Saint-Pierre, le col de Bellevue, et on va maintenant calculer combien on va consommer, donc combien on va pouvoir récupérer entre Bellevue et Saint-Benoît, qui va être un peu l'intermittence entre le Bellevue et Saint-Denis.
Voilà, on va reprendre la route. Tout ce que j'ai à dire jusqu'à maintenant, c'est que le mode confort est top. Il nous manque peut-être l'affichage tête haute que j'ai remarqué en montant. Ça me manquait un petit peu pour voir un petit peu l'afficheur kilométrique. Mais à part ça, on est vraiment au top dans ce Niro. Voilà, on reprend la route, on se retrouve à Saint-Denis pour la conclusion. Et puis on verra un petit peu la récupération qu'elle a eue sur ce dénivelé. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve à notre point de départ ici à Saint-Denis. Donc après avoir parcouru donc Saint-Pierre, par les plaines, et ensuite on est revenu ici à Saint-Denis. Donc pour revenir à notre petit trajet qu'on a fait Bellevue jusqu'à Saint-Benoît, on a récupéré exactement 7%. Donc on est passé de 37% là-haut à 44% arrivé à Saint-Benoît, donc une très bonne récupération. Un véhicule qui est vraiment très efficient, surtout grâce à ces petites palettes au volant sur lesquelles on a pu jouer, donc qui vous permet de plus ou moins récupérer d'énergie en fonction de la puissance de recharge que vous mettez dessus, entre le niveau 0 qui est en roue libre et jusqu'au niveau 3 où là vous êtes vraiment en gros frein moteur. Il n'y a plus qu'à lâcher l'accélérateur pour avoir ce frein moteur régénérateur, très important, et qui permet vraiment de récupérer pas mal de kilomètres et pas mal de pourcentage d'autonomie. Voilà, ensuite pour faire Saint-Benoît jusqu'ici à Saint-Denis, on a consommé 12%, donc on est reparti, on est arrivé ici avec 32% de batterie. On a une moyenne en termes de consommation d'à peu près 15 kWh au 100 km, donc c'est une très bonne moyenne. Si on compare avec des concurrentes qui sont même d'un autre gabarit comme la Zoé ou comme la Leaf, il faut l'avouer que c'est une voiture qui consomme très peu, qui est très efficiente, qui au-delà de sa consommation des 204 chevaux, récupère énormément d'énergie grâce à ce système régénérateur qui est très bien fait. Voilà. Sur notre calcul total, donc Saint-Denis en passant par les plaines, on a fait un calcul, on arrive à peu près à une autonomie de 430 km pour le 0 à 100 en termes de batterie. Et donc on est proche de l'autonomie annoncée de 455 km en norme WLTP. Voilà, au niveau de son confort sur l'intégralité de notre parcours, je peux vous dire que ça a été vraiment agréable, que ce soit en tant que conducteur ou passager, devant ou derrière, on est vraiment à l'aise dans ce Niro, il y a beaucoup de place, on se sent très bien. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est un très bon point qu'a ce véhicule, c'est son confort et son habitabilité qui sont vraiment un très bon point pour lui. Ensuite, on va rapidement parler de puissance de recharge. On en avait parlé pour le Conam, c'est le même. Donc on a une batterie quand même de 64 kWh sous le plancher. Il faut bien la nourrir. Donc comptez 30 heures sur une prise domestique 220. Donc c'est pas du tout adapté à ce genre de batterie. C'est comme l'I-Pace, ce sont des véhicules qui ont de très grosses batteries et qu'il faut rarement utiliser ce système de recharge, sauf si vous faites peu de kilomètres. Sinon, il faudra s'adapter avec installer une borne de 7 kW à la maison, une wallbox. Et là, comptez à peu près 9 heures pour faire le plein. Donc de 0 à 100, ce qui n'arrive quasiment jamais, sauf si vous avez fait plus de 400 km dans votre journée. Comptez seulement 1 heure de recharge pour faire le plein sur une borne 100 kW qui ne sont pas encore disponibles à La Réunion, donc sur les très gros chargeurs métropolitains. Entre autres de ce véhicule, on a des aides à la conduite qui sont pas mal. Donc on a utilisé ce système donc de régulateur adaptatif avec suivi de ligne qui fait une conduite semi-autonome. On s'est fait quelques frayeurs quand même à certains endroits. Il faut rester vigilant sur son utilisation, l'utiliser à une vitesse constante. On l'a poussé à 110, un peu plus de 110. Faut l'avouer que c'est pas trop adapté, vaut mieux l'utiliser à 90-100 km/h. Il est plus adapté dans ces conditions-là, surtout dans les courbes. S'il y a un camion ou une voiture sur les côtés, il faut faire attention parce qu'elle a tendance à mordre un petit peu sur la voie d'à côté. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez reposant quand on l'utilise. Ça permet de conduire en étant un peu plus serein, un peu moins stressé. Donc ça, c'est pas mal. Il faut l'utiliser, il faut vraiment le tester pour le comprendre, pour le vivre. Mais je tiens à le redire,
rester vigilant lors de son utilisation. Voilà. Pour ce qui est du prix de cette version premium qu'on a pu avoir à l'essai, qui est la premium locale à La Réunion, puisqu'il y a pas mal d'options qui ne sont pas disponibles ici comparé à la métropole, comptez bonus déduit 45 700 €, clé en main, donc voilà, qui a un très bon prix pour un véhicule qui fait quand même 200 chevaux en termes en puissance et donc plus de 400 km d'autonomie en véhicule électrique. Donc c'est assez cher, mais ça reste un véhicule exceptionnel et ça les vaut. Voilà, j'espère en tout cas que cet essai vous a plu. Pas mal d'essais à venir dans les mois à venir très bientôt. On vous en dira un peu plus sur la page VE974. En attendant, je tenais à remercier Pierre Marchal de Anacao Press du prêt de tout le matériel vidéo, de toute l'équipe de VE974 qui est bien sûr une équipe bénévole autour de moi pour ces essais. Et bien sûr, je tenais à remercier le groupe Colors, donc Kia Réunion, pour le prêt de ce véhicule. Je vous dis à très bientôt sur VE974. En attendant, portez-vous bien, restez branchés. C'était Romain. Peace.